Nous sommes devenus comme l'Union soviétique. Nous avons commencé à gaspiller notre argent. 14 000 milliards de dollars, c'est un chiffre que j'ai entendu, en déclarant des guerres partout dans le monde et en les perdant, sans même les gagner. Je veux dire, ce gaspillage horrifiant de ressources, alors qu'aux États-Unis, nous avons des problèmes aussi graves que les soins de santé et l'éducation. Notre classe moyenne a disparu. 50% des Américains vivent de chèque de paie en chèque de paie. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Cette incroyable inégalité de revenus, tant de problèmes. Et l'Amérique passe toujours en dernier. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec le docteur Arthur Kachikian. Arthur est titulaire d'un doctorat en relations internationales de l'Université de Stanford, où il a rédigé une thèse sur la politique des grandes puissances et l'intervention dans le système international. Il enseigne actuellement dans une université arménienne à Erevan, la capitale de l'Arménie, et il est un ami du professeur Jeffrey Sachs, qui nous a d'ailleurs mis en contact. Aujourd'hui, nous voulons discuter du très grand tableau de la politique mondiale contemporaine. Alors Arthur, bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir. J'espère mériter le titre d'ami du professeur Sachs. Merci beaucoup de m'avoir invité et je sais que vous avez accueilli des personnes bien plus importantes. Mais si je peux partager quelques réflexions avec vous, je serai ravi. L'important, c'est l'analyse. Et c'est là que j'aimerais avoir votre avis, car vous avez grandi et étudié pendant une période très intéressante, n'est-ce pas? Vous êtes né citoyen de l'Union soviétique, puis cette citoyenneté a pris fin. Vous êtes devenu, je veux dire, à nouveau arménien, également sur le passeport, et vous êtes allé aux États-Unis. Pouvez-vous nous parler un peu de l'atmosphère à la fin de la guerre froide et de ce qui a façonné votre vision de la politique internationale? Merci de l'avoir dit. D'une certaine manière, je suis le produit de la fin de la guerre froide. Je suis un produit de la nouvelle pensée de Gorbatchev. Et je plaisante toujours avec mes amis américains dans les années 90. Je plaisantais avec eux à Stanford. Ils disaient, « Vous savez, nous avons gagné la guerre froide. » Et je disais, « Non, non, vous n'avez pas gagné la guerre froide. J'ai gagné la guerre froide. Regardez-moi. Je suis venu ici depuis l'Union soviétique avec 4 $ en poche. Et vous savez, je suis venu dans cette université incroyable. Et je serai à jamais reconnaissant envers ces personnes qui m'ont accepté là-bas. J'ai fait mon master et mon doctorat et j'ai travaillé avec des personnes remarquables. Et donc, j'étais ce pont vivant entre les États-Unis, la Russie et l'Arménie, l'Union soviétique, ce qu'était l'Union soviétique, et les États-Unis. C'était vraiment une époque incroyable. Je suis en Arménie maintenant. C'est ici que lorsque j'étais lycéen, j'écoutais la BBC, Voice of America, Radio Free Europe et Radio Liberty la nuit. Ce qui était un peu dangereux car si quelqu'un le découvrait, j'aurais des ennuis. J'étais donc un dissident connu à l'époque de mon lycée. Une fois, j'ai critiqué Marx et j'ai eu beaucoup de problèmes avec le principal. Mais ensuite, quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir, ces espoirs que nous avions pour l'avenir, cette inspiration, c'était une période incroyable, une période très inspirante. Ce genre de « vous parlez un peu allemand, je ne parle pas beaucoup allemand », mais vous savez, c'était un peu cette ode à la joie, Freude, schöne Götterfunken, ce genre d'atmosphère. Et c'était ici en Arménie, j'avais un ami avec qui je travaillais à la Croix-Rouge, Eric Vollstein. Et quand le mur de Berlin est tombé, il conduisait dans les rues d'Erevan avec un drapeau allemand, célébrant le fait que le mur était tombé. C'était un sentiment incroyable. Nous pensions que nous allions maintenant mettre de côté la haine, la guerre, cette propagande.
Nous allons être une seule famille, une seule Europe. Et c'est ce que Gorbatchev voulait réellement faire. Nous avons parlé d'une maison européenne commune, si vous vous souvenez, d'une maison européenne commune, de l'Europe comme un espace de sécurité commun, je suppose, de Vancouver à Vladivostok. Il y avait des déclarations vraiment très ambitieuses. Je me souviens aussi de Ronald Reagan. Je l'aimais beaucoup. C'était une personne très très charmante. Il est venu à Moscou et sur la place rouge, on lui a demandé s'il croyait encore que l'Union soviétique était un empire du mal. Et il a dit « Non, je ne le crois pas ». C'était une époque formidable, ce sentiment de réconciliation, d'amitié, de bonne volonté et d'espoir. Et vous savez, personne ne peut croire cela maintenant. Sans parler du discours de Helsinki à Washington quand il a dit que Dieu bénisse l'Amérique. Et puis, les troupes américaines, françaises et anglaises défilant sur la place rouge. Pouvez-vous croire cela? Personne ne le croirait maintenant. Mais ils ont défilé ensemble pour célébrer une victoire commune. C'était une époque très inspirante. Et regardez où nous en sommes maintenant. Tout s'est effondré comme un château de cartes. Tout cet ordre mondial nouveau s'est effondré. C'est un désastre. Tout est oublié. Nous assistons maintenant au conflit le plus sanglant et le plus dévastateur dans le monde et en Europe depuis 1945. Et vous savez, nous ne pouvons qu'espérer que les efforts déployés par le président Trump et le président Poutine produiront des résultats et que ce bain de sang prendra fin. Mais c'est juste un effondrement total, un fiasco de tous ces espoirs et toute cette inspiration, cette atmosphère de haine, en fait encore pire que la guerre froide. C'est beaucoup plus dangereux maintenant que la guerre froide. Nous assistons à l'érosion de la dissuasion nucléaire. Le concept de dissuasion nucléaire s'érode. Il y a des discussions ouvertes sur des échanges nucléaires, ce qui n'a pas vraiment eu lieu pendant la guerre froide, peut-être avec une ou deux exceptions. Avec l'avènement des missiles hypersoniques, la prolifération nucléaire et les systèmes de défense antimissiles, c'est un environnement beaucoup plus imprévisible et dangereux que ce que nous avions. Et cette intensité de propagande, je ne pense pas, vous savez, nous avions cela dans les années 70 ou 80. C'était pas comme ça. Pas autant de haine anti-russe ouverte. Je veux dire, je n'ai jamais rien vu de tel. À cette époque, vous sépariez le régime communiste de la Russie et du peuple russe. Même les dirigeants occidentaux le faisaient. Reagan le faisait. Margaret Thatcher, une autre de mes héroïnes, le faisait aussi. Il y avait une distinction très soigneuse. Et mon dernier point, je suis désolé, ma réponse est très longue, mais il y a un énorme changement dans la qualité du leadership. Je veux dire, nous avions des gens, nous avions des visionnaires. Nous avions des gens comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl et François Mitterrand. Et malgré tous ces défauts, Mikhail Gorbatchev. Bien sûr, c'est très controversé de dire cela maintenant. En Russie, ils n'aiment pas quand vous dites cela. Mais c'était des gens qui pensaient philosophiquement. Ils avaient cette vision systémique et holistique du monde. Ils avaient une prévoyance et une sagesse incroyables, ce qui est plus que ce que je peux dire de certains de nos dirigeants aujourd'hui, malheureusement. Comment était-ce? C'est dans mon esprit tout le temps. Et je me pose souvent cette question, et je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment avons-nous perdu cette paix? Comment nous, Européens, et je nous inclus tous, vous savez, du Caucase et de la Russie, jusqu'à l'Asie de l'Ouest et l'Europe, comment avons-nous perdu cela? Je veux dire, c'est une chose tellement stupide à faire. C'était une époque si pleine d'espoir. Et vous regardez en arrière, et oui, d'accord, bien sûr. Vous pouvez dire, comme les scorpions, et une certaine partie, il y avait aussi une sorte d'implication de la CIA, et vous savez, la propagande. La propagande était là, et Radio Free Europe a toujours été un outil de propagande. Mais il y avait une véritable aspiration, surtout du côté de l'Union soviétique, à améliorer les choses.
Et vous savez, l'une des choses que Jack Matlock, le dernier ambassadeur américain en Union soviétique, ne cesse de répéter, c'est que la guerre froide s'est terminée 2 ans avant l'effondrement de l'Union soviétique, parce que c'était dans l'intérêt stratégique de Washington et de Moscou de la terminer. Et seulement 2 ans plus tard, l'Union soviétique s'est effondrée. Ce que George Bush Sr. ne voulait même pas. Il a fait un discours célèbre en Ukraine, à Kiev, dans un bâtiment parlementaire, disant, en gros, que vous ne devriez pas faire sécession. Tout le monde avait peur de ce qui allait se passer. Et puis nous sommes entrés dans les années 1990. Et ensuite, que s'est-il passé? Comment avons-nous perdu la paix? Eh bien sûr, il y a des personnes qui peuvent parler avec plus d'autorité, mais je vais juste donner mon avis. Je pense qu'il y avait plusieurs raisons. La principale, selon moi, était ce que j'appelle le piège de la grandeur. Lorsqu'une personne reçoit soudainement beaucoup d'argent, elle perd généralement la tête. Elle ne sait pas quoi en faire et prend des décisions stupides. Quand un pouvoir et quand les dirigeants d'un certain pouvoir deviennent trop forts et qu'ils sentent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, cela leur joue des tours. Il y avait un célèbre politicien britannique, Lord Acton, au XIXe siècle, qui disait « Tout pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». C'est très dangereux pour un pays particulier d'être tout puissant et d'avoir toujours raison. Cela joue un tour à votre esprit. Maintenant, je dois dire qu'il y avait beaucoup de gens, et nous en parlerons si vous le souhaitez, de nombreuses personnes aux États-Unis qui ont mis en garde à ce sujet. Donc, il y avait beaucoup de personnes très sages qui avaient de la prévoyance, une prévoyance incroyable, et certains d'entre eux ont déjà été mentionnés dans votre programme. Il y avait des gens qui disaient que nous ne devrions pas perdre cette chance de construire un monde où nous pourrions coopérer avec la Russie. La Russie est un partenaire vital, et je vais aborder cela avec votre permission. Il y avait une lettre de 50 sénateurs et diplomates écrite en 1987 disant qu'il n'y a pas de menace émanant de la Russie et que l'expansion de l'OTAN serait, disait-il, une erreur d'une ampleur historique. Ils ont dit cela. Il y a cette célèbre déclaration de George Kennan, l'architecte du containment, qui a été mentionnée auparavant, disant que c'est une erreur tragique. Cela entraînera une autre guerre froide. Un collègue estimé, William Perry, ancien secrétaire à la Défense, a presque démissionné à cause de cela, et il a dit encore que c'est une provocation inutile. Vous avez le très célèbre télégramme, encore une fois en référence à William Burns, qui a envoyé un télégramme en 2008 disant que l'inclusion de l'Ukraine est la plus rouge de toutes les lignes rouges. Vous savez, personne après personne mettait en garde contre cela. Je ne me compare en aucun cas à toutes ces personnes, mais il y avait une conférence à Stanford en 1995 ou 1987, je crois, et il y avait un débat sur cette question. Et c'était certainement un peu un spectacle parce que la question avait déjà été décidée à ce moment-là. Mais j'ai écrit un petit article et j'ai dit que l'expansion de l'OTAN vers l'Est, si elle ne prenait pas en compte les intérêts de la Russie, conduirait à une guerre en Ukraine orientale et dans le Caucase, et construirait un nouveau mur de Berlin et un nouveau rideau de fer, à des centaines de kilomètres à l'Est. Je l'ai écrit à l'époque, et beaucoup de mes collègues étaient d'accord. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est premièrement qu'il y avait une inertie organisationnelle et institutionnelle. Il y avait des organisations, des instituts de recherche et des groupes de réflexion qui avaient été créés pour le business de la guerre froide. Et ils en ont tiré beaucoup d'argent. Et pour eux, cesser soudainement de fonctionner et trouver un autre emploi ou une autre application pour leurs ressources n'était pas très facile. Il y avait aussi une inertie psychologique.
il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas surmonter leur haine, disons, pour la Russie, et continuaient à voir la Russie comme un ennemi. Il y avait des gens de certains pays d'Europe de l'Est qui très compréhensiblement, je dois le souligner, compréhensiblement, avaient certains sentiments à ce sujet, car il est vrai qu'ils ont beaucoup souffert dans le passé aux mains de l'Union soviétique. Et nous pouvions comprendre cela. Bien sûr, nous devons l'accepter. Mais nous n'avons pas eu la sagesse de trouver la bonne manière de répondre à leurs griefs et d'aller de l'avant. Et il y avait aussi la pression des groupes de la diaspora, des diasporas ethniques aux États-Unis. Bill Bradley, le sénateur américain, en parle. Il dit aussi que c'était une erreur de proportion fondamentale. Il dit que cela a été fait sous ces pressions domestiques et que Bill Clinton avait besoin de ces votes et de cette plateforme pour gagner certains de ses partisans aux États-Unis. Donc tout cela combiné, je sais, a conduit à ce résultat, et j'ai écrit à ce sujet. Et je dois dire que lorsque vous mettez fin à une grande guerre dans l'histoire humaine, il y a généralement ce que nous appelons un ordre d'après-guerre. Et il y a certaines façons dont cela doit être fait. Donc, si vous voulez, je peux en parler. Si vous regardez comment ces ordres d'après-guerre émergent, chaque fois qu'il y a une grande guerre, les dirigeants mondiaux se réunissent et disent « Nous ne voulons pas de cela. Plus jamais. Trouvons un moyen de prévenir ces guerres. » C'est un processus cyclique. Par exemple, il y a la guerre de 30 ans et la paix de Westphalie. Et il y a le duc de Sully et le grand dessein d'Henri Taft. Vous savez, c'est le roi de France, Fédération européenne, 15 États, égalité, équilibre, prise de décision commune. Ne faisons plus cela. Ça ne fonctionne pas. Il y a la guerre de succession d'Espagne, les guerres napoléoniennes, le concert de l'Europe qui émerge après cela, la Société des Nations, etc., les Nations Unies. Chaque fois que ces personnes se réunissent, il y a certains principes sur lesquels cela repose. Le principe d'équilibre et d'équilibre, n'est-ce pas? Sécurité collective, retenue, concession mutuelle est très important, surtout c'est très visible dans le concert de l'Europe. Ne pas exclure une grande puissance, ne pas acculer une grande puissance. Il y a beaucoup d'autres règles. Toutes ces règles ont été violées. Nous sommes passés de la pensée de sécurité collective à la politique de bloc, à la sécurité partielle. Pour une raison quelconque, les politiciens, ils devraient mieux savoir. Ils savent que la sécurité, vous ne pouvez pas assurer votre sécurité unilatéralement. Lorsque vous essayez de vous rendre très sûr, vous commencez à menacer votre voisin. C'est la théorie des relations internationales 101. C'est de Thucydide à Hertz. Et le dilemme de sécurité. Ce n'est même pas difficile à expliquer. C'est vraiment, je veux dire oui, les bases des relations internationales. Mais ce qui est si drôle, c'est que je me demande si je devrais retourner à l'université. Parce que vous m'avez appris toutes ces choses. Et d'une manière ou d'une autre, ces connaissances ne sont pas remontées dans la hiérarchie organisationnelle, car ces personnes devraient savoir cela. Thucydide, vous vous souvenez, la construction de murs défensifs à Potidée et à Athènes était considérée comme un acte de guerre, même si c'était une mesure purement défensive. Donc, il y a 2500 ans, nous savions ce qu'est le dilemme de sécurité. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, votre compatriote, d'ailleurs je comprends, a dit que la guerre vient de vos efforts pour faire la paix. Lorsque vous essayez d'assurer la paix, vous provoquez la guerre parce que vous essayez de vous sécuriser aux dépens des autres. C'est la base des relations internationales. La théorie de l'équilibre, nous le savons depuis des siècles, lorsqu'un camp essaie d'augmenter son pouvoir, son adversaire ou les autres puissances essaient généralement de s'équilibrer contre lui. Il était très facile de voir que la Russie allait se rapprocher de la Chine. J'étais là, j'étais étudiant, j'étais interprète. Et d'ailleurs, j'ai vu cette époque où les officiers américains et russes marchaient main dans la main
souriant, discutant d'une structure de sécurité européenne commune. J'étais là dans les années 90. Je traduisais pour eux. Et je me souviens qu'un Russe a dit, « Vous savez, si vous nous poussez trop, nous allons nous tourner vers la Chine. Nous allons aller vers l'Est. » Et les gens ne le croyaient pas. Et célèbrement, Zbigniew Brzezinski, dans son grand échiquier, a dit que cela ne serait pas possible et que nous devions utiliser l'Ukraine pour nous assurer que la Russie ne devienne jamais forte à nouveau. Donc c'est cet équilibre. Une autre règle est l'inclusion. Alors pourquoi le projet d'intégration européenne a-t-il été mis en place conceptuellement? Parce que nous voulions prévenir une nouvelle guerre. Nous voulions lier l'Allemagne et la France de telle manière qu'il ne soit même pas concevable pour elles de se faire la guerre à nouveau. Et cela a fonctionné. L'intégration européenne était un moyen d'unir les nations de l'Europe occidentale et de l'Europe centrale, et de s'assurer que la guerre ne se reproduise jamais. Nous avons renversé ce principe. Nous avons utilisé l'intégration économique non pas comme une force unificatrice, mais comme une force de division. Une force pour diviser l'Europe. Et nous avons fait de la communauté européenne l'avant-garde de l'OTAN. Nous avons fait de l'intégration économique un prétexte pour l'intégration militaire. Nous avons couplé ces choses ensemble. Et au lieu d'unir les nations, cela a commencé à les diviser, ce qui est exactement le contraire. Ainsi, certaines nations, certaines républiques post-soviétiques ont dû choisir entre l'Est ou l'Ouest. Voulez-vous l'Ouest ou voulez-vous l'Est? Voulez-vous la Russie ou voulez-vous l'Europe? Ce qui a conduit à cette terrible tragédie en Ukraine. Car clairement, ces pays auraient pu bénéficier d'être un pont entre les deux. Il y avait certains principes de Samadhi. Ne pas acculer une grande puissance, ne pas déclarer quelqu'un perdant. Je veux dire, regardez le concert de l'Europe. Cela a fonctionné pendant 40 ans parce que la France était incluse. La France n'était pas humiliée. Et regardez ce qui s'est passé. D'ailleurs, la Russie n'a pas perdu la guerre froide. Comme l'a dit l'ambassadeur Matlock, ils ont été traités comme des perdants et ils n'auraient pas dû l'être. Regardez ce qui s'est passé lorsque la France a été acculée et humiliée à la fin du XIXe siècle et lorsque l'Allemagne a été humiliée après la Première Guerre mondiale, le diktat. Regardez ce qui s'est passé avec ça. Je veux dire, nous le savons. C'est les bases des relations internationales. Pourquoi ces gens ne le savaient-ils pas? Je ne le saurai jamais. Une observation et une question. L'observation est que vous avez absolument raison. L'une des choses qui est constamment sous-estimée, surtout par certains collègues réalistes, est l'importance de ces accords. Les moments où nous mettons réellement fin aux guerres, par des signatures, par des coups de stylo. La guerre de 30 ans, vers 1815, la conférence de Vienne. Ce qui est amusant, c'est que ce sont toujours de grandes fêtes. Ces personnes se réunissent et organisent de grandes fêtes. Pour moi, l'accord qui a réellement commencé le processus pour finalement mettre fin à la guerre froide était aussi un accord en 1975, les actes finaux d'Helsinki. La conférence sur la sécurité et la coopération en Europe est le plus grand accomplissement de la guerre froide. Lorsque d'un coup de stylo, vous avez essentiellement forgé les principes sur lesquels, en fin de compte, Gorbatchev et ainsi de suite ont dit, ce sont les principes, et nous allons les respecter, et bien, quoi qu'il arrive, arrive. Et ils l'ont réduit. Donc, vous avez raison à propos de la mégalomanie. Mais la question maintenant, pour moi, est de savoir jusqu'où va notre culpabilité en tant que spécialiste des relations internationales, si nous créons ces concepts et ensuite ne réalisons pas que nous-mêmes ne sommes pas capables de les appliquer. Ce que je veux dire par là, c'est comment se fait-il que nous comprenions réellement le dilemme de sécurité. Et pourtant, nos collègues, peut-être pas vous et moi, mais nos collègues, ne sont pas capables de l'appliquer.
Une expérience très importante pour moi a été qu'un de mes professeurs à mon université ici au Japon nous a littéralement enseigné le dilemme de sécurité. Mais il a également soutenu que le Japon doit avoir plus d'armes pour être en sécurité contre la Chine. Et quand je lui ai posé la question, il a dit comme « Oh, mais cela va déclencher le dilemme de sécurité. » Il a dit comme « Non, 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 non. » Parce que les Chinois comprendraient que nous avons seulement besoin de ces armes pour l'autodéfense. Je veux dire, ce sont des armes défensives, même si elles peuvent être utilisées à des fins offensives. Mais ils comprendraient parce que nous leur disons que c'est pour cela que nous allons les utiliser. Donc c'est la même personne. Il est très intelligent, très bon esprit. Alors est-ce quelque chose dans notre façon de comprendre ou d'essayer d'analyser les relations internationales qui crée les pièges de continuer à faire les mêmes stupidités? Il y a quelque chose à dire à ce sujet. J'y ai pensé avant mon entretien. Il y a un aspect de la psychologie cognitive et un aspect de la politique organisationnelle. En psychologie cognitive, il y a beaucoup de biais que nous avons en tant qu'individus lorsque nous pensons au monde. Cet argument, ils comprendront que ce n'est qu'une défense, a été utilisé par un politicien très célèbre. Je ne le nommerai pas car je le connais très bien, et vous ne devriez pas parler de lui si vous voulez un jour voyager en Russie. Donc, il a dit qu'il devrait simplement comprendre que c'est une alliance défensive. Nous ne vous menaçons pas. Si vous connaissez quelque chose aux relations internationales, vous savez qu'en Harry, il n'y a pas de différence entre la défense et l'offensive. Il n'y a pas de différence. Je veux dire, je viens de citer un exemple de Thucydide. Construire un mur à Athènes était considéré comme un acte de guerre. C'était un mur purement défensif, mais il a été perçu comme un acte de guerre il y a 2500 ans. Nous le savons. Il y a l'aspect cognitif de cela. Nous pensons toujours que notre façon de penser et nos actions sont justes, morales et rationnelles, bien intentionnées et rationnelles. Et nous pensons toujours que l'adversaire est mauvais, comme quelqu'un qui a de mauvaises intentions, qui interprète mal le monde. Il ne comprend pas que je suis bon, fondamentalement. Je suis bon, je suis rationnel, mes intentions sont bonnes et je fais ce que je dois. Lui ne l'est pas. Il est mon adversaire. Il est mauvais, il a de mauvaises intentions, il essaie de me tromper. Nous ne supposons jamais que quelque chose qui s'est produit accidentellement peut réellement se produire accidentellement. Nous voyons l'intention de l'autre côté, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles la crise des missiles de Cuba a escaladé si loin. Donc il devrait juste comprendre que je suis bon, c'est très normal. C'est très humain. Une autre chose que vous avez dit, pourquoi ce savoir académique n'a-t-il pas gravi les échelons de l'organisation? Mon observation, ce n'est pas une théorie que j'ai testée scientifiquement, et que les personnes sages, les personnes qui sont dans l'éducation, qui s'éduquent elles-mêmes, voient le monde comme plus complexe. Elles voient la complexité. Elles voient de nombreuses variables différentes. Et dans de nombreux cas, elles sont orientées vers l'équilibre. Les personnes qui n'ont peut-être pas passé beaucoup de temps dans l'éducation voient le monde comme plus simple, plus simple. Elles voient quelques variables. Il y a un monde plus simple, et donc il y a une explication plus simple pour tout. Elles ont donc généralement des solutions simples. Les personnes sages et éduquées réfléchissent généralement, et elles sont pleines de doutes et de retenue, et elles sont très humbles. Les personnes comme ça ne sont généralement pas les bienvenues en politique, n'est-ce pas? Les gens qui sont en politique et ces organisations veulent des solutions simples et des personnes pleines de confiance en elles. Malheureusement, ce sont des types de personnes différents. Et ce sont aussi des narcissiques politiques. Je veux dire, je ne parle de personnes en particulier, mais il est très tentant de se déclarer le prochain César ou le prochain Napoléon.
le propriétaire du monde, de projeter ses idées sur le monde simplement parce qu'on a le pouvoir de le faire. Et les pays puissants ont cette tendance, n'est-ce pas? Je veux dire, prenez Woodrow Wilson, le président américain le plus idéaliste, une grande personne. Mais c'était un universitaire en politique. Il ne s'intégrait pas vraiment là-dedans si vous lisez Niebuhr et Carr, ou les bolcheviks russes. Ils avaient leur vision du monde. Elle était basée sur la lutte des classes et la victoire du prolétariat, et ils pensaient que le monde entier devait suivre. Trotsky croyait qu'il y aurait une révolution prolétarienne lorsqu'il est venu négocier avec les Allemands à Brest-Litovsk. Il n'a même pas arrêté sa propagande. Il a commencé à parler aux participants allemands à la conférence, essayant de les convertir. C'est cette idée de projeter sa vision sur le monde qui vient avec le pouvoir et avec ce piège de grandeur. Je pense que cela arrive. C'est aussi, vous savez, les gens qui sont humbles, qui pensent à l'équilibre et aux solutions complexes. Ils ne montent généralement pas cette échelle organisationnelle. C'est ma théorie. Je ne l'ai pas encore testé scientifiquement. C'est, vous savez, l'une des choses que j'ai fini par comprendre, c'est que ça n'a rien à voir avec le niveau d'éducation. Certains des plus intelligents, certains des meilleurs analystes des relations internationales, je les trouve souvent dans les taxis. Les chauffeurs de taxi ont tendance à être très bien éduqués. Ainsi, dans la politique actuelle, en fait, c'est peut-être juste mon échantillonnage. Mais j'ai plusieurs expériences où je voyage à l'étranger et engage une conversation avec le chauffeur de taxi, et le chauffeur de taxi est très bien informé sur la politique locale et relie cela, parce qu'ils viennent souvent de l'étranger, avec ce qui se passe chez eux. Pareil ici, pareil en Arménie. Ils sont très intelligents. Et donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être allé à l'université pour étudier cela. Cela a à voir avec la façon dont vous pensez, sur votre capacité à connecter des informations. Alors, manquons-nous d'une sorte de théorie organisationnelle des relations internationales qui expliquerait comment l'information circule ou ne circule pas et informe la prise de décision? Oh, nous l'avons. Je veux dire, nous l'avons. Nous avons la théorie de comment cela fonctionne. Nous avons la théorie organisationnelle. Nous avons la psychologie cognitive. Elles expliquent comment souvent les organisations deviennent aveugles aux nouvelles informations. Elles pensent à tout en termes de passé. Vous savez, les guerres passées, les expériences passées, et les gens ont ces œillères. Vous avez vos œillères psychologiques. Nous sommes généralement fermés aux nouvelles informations. Notre façon de penser est basée sur nos expériences passées, les expériences qui changent la vie, le parcours éducatif. Et une fois que nous formons nos opinions, il est très difficile de les changer. Nous sommes très hésitants. Et puis nous commençons à recevoir sélectivement des informations. Nous entendons ce que nous voulons entendre. Et nous ignorons les informations qui ne correspondent pas à nos opinions préexistantes. C'est Jervis. Il a écrit cela il y a presque 30 ans. C'est bien connu. Et ensuite, vous vous entourez de personnes qui disent oui. Vous vous entourez de personnes qui ont peur de vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Et cela devient alors un processus auto-réplicatif. Tant le leader que l'organisation mettent des œillères et ne reçoivent que les informations qu'ils veulent recevoir. Ils voient ce qu'ils veulent voir. C'était facile à voir. Je veux dire, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui avertissaient que l'expansion de l'OTAN est une erreur fondamentale. Des noms énormes. Je viens de vous en donner quelques-uns. Beaucoup, beaucoup plus. Mais vous ne voulez pas changer votre vision du monde. Une fois que vous avez formé votre vision du monde, la Russie est mauvaise, l'Occident est bon, vous utilisez cette opportunité. Ces personnes n'ont pas pu résister à la tentation de se venger et d'exploiter le moment de faiblesse de la Russie. Ils n'ont pas pu faire cela.
Le sénateur Bradley a dit, « Nous les avons frappés quand ils étaient à terre. Nous avons complètement mal géré. » Et je dois dire une autre chose que je dois dire, et je suis désolé, je serai bref. Quand j'étais là-bas, j'ai vu un véritable désir, une volonté, de la part de mes amis russes d'être amis avec les Américains. Et je suis ami avec les deux partis, donc je suis comme entre les deux. C'est comme les membres de ma famille. J'ai ma famille russe et ma famille américaine. J'aimerais qu'ils s'entendent bien. Mais j'ai vu ce désir général. Les Russes admiraient vraiment les Américains dans les années 90. Ils pensaient que les Américains allaient leur donner la solution à leurs problèmes. Un autre événement tragique qui s'est produit a été l'ère du capitalisme de gangster. Ces réformes ont été mises en œuvre de telle manière que lorsque vous parlez des années 90 maintenant, les Russes grimacent. Ils disent, eh bien, démocratie, libéralisme. Non, merci beaucoup. Pouvons-nous simplement nous en tenir à ce que nous avons? Parce qu'ils ont essayé dans les années 90, et c'était une période horrible, c'était le capitalisme de gangster. Ils ont été déçus. Mais quand j'étais à Stanford, il y avait délégation après délégation venant de Moscou, des Russes essayant d'apprendre des Américains. Apprenez-nous à faire des affaires. Apprenez-nous à réécrire nos lois. Ils étudiaient le système juridique aux États-Unis. Ils voulaient adapter le système russe au système judiciaire américain. Il y avait ce désir général. Nous voulons être vos amis. Apprenez-nous ce que nous devons faire. Pourquoi gaspiller une telle opportunité? C'est tellement difficile à comprendre. Je suppose que certaines personnes ne pouvaient tout simplement pas surmonter ces biais cognitifs. Et ils ont continué, comme je viens de le dire. Ils pensaient que les Russes ne faisaient cela que parce qu'ils y étaient contraints. Il n'y a pas de véritable bonne volonté de leur part. Et c'est naturel. C'est la psychologie cognitive, malheureusement. Et notre collègue et ami dont nous avons parlé, le professeur Jeffrey Sachs, faisait partie du groupe qui est allé donner des conseils, n'est-ce pas? Mais il a aussi conseillé les États-Unis, n'est-ce pas? Et il a dit, par exemple, ce que vous devez faire pour que cela fonctionne est ceci. Et il ne cesse de raconter comment il a été repoussé et comment il était naïf de croire que les États-Unis feraient cela. Mais il suffit de regarder combien d'analystes russes brillants et d'anciens citoyens soviétiques, vous y compris, conversent aujourd'hui et travaillent en anglais, et combien d'Américains et d'Européens de l'Ouest travaillent en russe. Ce n'est même pas une question, n'est-ce pas? Le niveau de volonté de travailler dans et avec l'Occident était énorme. Et puis, le niveau de rejet était tout aussi énorme. Mais quelque chose que vous avez souligné au début est très important ici. Le niveau d'animosité et de haine envers la Russie aujourd'hui est plus élevé et la propagande est plus intense. Chas Freeman l'a souligné sur cette chaîne il y a 2 ans et demi. Il a dit qu'il se souvenait de la dernière partie de la peur rouge aux États-Unis. Et il a dit que ce que nous vivons aujourd'hui avec la Russie est pire. La propagande que nous subissons est pire. Comment ça s'est-il produit? Je veux dire, comment se fait-il qu'après tout cela, aujourd'hui la situation de la propagande et de la haine envers la Russie, pas la russophobie, la haine envers la Russie, soit plus élevée qu'avant? Eh bien, je pense que tout d'abord, la Russie est perçue comme une faiblesse. En Amérique, elle est vue comme une puissance faible. Même William Perry a dit que lorsqu'il s'opposait à l'expansion de l'OTAN, il disait que c'était un pays de 3e ordre. Ils feront simplement ce que nous leur dirons de faire. En gros, c'est de l'arrogance. C'est le piège de la grandeur dont je parlais. La Russie est plus faible. À l'époque soviétique, il y avait une distinction très claire entre le régime communiste et le peuple russe. Lorsque Ronald Reagan est venu à Moscou, lorsqu'il s'adressait au peuple soviétique, il faisait toujours une distinction entre le régime soviétique et le communisme. Il en parlait très soigneusement. Mais ensuite,
il a toujours loué le peuple russe et la culture russe. Et maintenant, nous avons cette attaque totalitaire contre tout ce qui est russe. Vous parlez russe, les gens vous regardent. Vous dites, vous savez peut-être que ce n'était pas une bonne idée, et vous êtes tout de suite un agent russe. Tout de suite, vous êtes attaqué. Un tel degré d'intolérance. Une chose que je veux dire, j'observe, et bien sûr, on m'accusera d'être un vieil homme. Ça ne me dérange pas. Je suis fier d'être un vieil homme. J'observe un déclin général, non seulement dans le niveau de leadership et la qualité du leadership en Hawaï, mais aussi dans la qualité de l'éducation et de la culture partout dans le monde. Et je pense que c'est une théorie. Nous devons la tester. Mais je pense que la compétition idéologique entre l'Occident et l'Union soviétique a forcé les deux parties à investir massivement dans l'éducation parce qu'il fallait rendre votre population immunisée contre l'influence idéologique de votre adversaire. Ils ont donc beaucoup investi dans l'éducation. Je dois dire que l'Union soviétique avait de nombreux problèmes. Il y avait beaucoup de choses terribles, mais il y avait aussi de grandes choses. Notre système éducatif était incroyable. Nous étions l'une des sociétés les plus instruites au monde. C'est bien loin de ce que nous avons aujourd'hui. Et je pense que cette compétition entre l'Est et l'Ouest a rendu les deux parties plus instruites. Nous pensions être plus affûtés. Après cela, il n'y a plus de compétition. Nous avons déclaré prématurément la fin de l'histoire. Vous vous souvenez de ce livre célèbre? Et j'ai écrit à l'époque à Stanford. J'étais un étudiant très récalcitrant pour une raison quelconque, très opiniâtre. J'ai dit, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début de l'histoire. Comment pouvez-vous écrire cela? Il y a tellement d'autres modèles. Comment ne pas réaliser qu'il y a tant d'autres modèles? C'est quelque chose à propos des gens. Vous ne pouvez pas avoir totalement raison. C'est très dangereux lorsque vous perdez le contrôle, la modestie et l'humilité. Vous devez être humble. Oui, vous pouvez avoir raison dans un certain sens à un certain moment, mais c'est très dangereux de projeter cela. Dire, d'accord, j'ai trouvé la solution à tout. La solution à tout est mon modèle. Et j'ai dit en plaisantant à Stanford, dans ce séminaire incroyable avec mes collègues incroyables que j'aime profondément, souvenez-vous, avec une telle gratitude. Et nous avons eu un séminaire. Et encore une fois, il poussait cette théorie des jeux. En fait, vous ne croyez pas en la théorie des jeux. J'ai dit, écoutez, j'aime un peu la théorie des jeux, un peu de modélisation, tant que vous ne fabriquez pas vos chiffres. Mais j'ai beaucoup d'expériences de vie avec des idéologies totalitaires. Je les ai fait rire. J'ai dit, j'ai vécu pendant 18 ans dans un pays où tout tournait autour de la lutte des classes et de la dictature du prolétariat. Regardez où ils en sont. Regardez où je suis. Puis j'ai vécu pendant 4 autres années dans un pays où tout tournait autour de l'ethnicité, de l'identité ethnique, du nationalisme et de la politique. Regardez où ils en sont. Regardez où je suis. Et maintenant je vis dans un pays où tout tourne autour de l'utilité et de la théorie des jeux. Vous savez quoi? Je vous survivrai aussi. Et ils ont ri tout en éclatant de rire. Vous ne pouvez pas avoir raison à 100%. Soyez humble. Il y a un dicton en russe. Si vous voulez faire rire Dieu, parlez-lui de vos plans pour demain. Soyez humble. Ne projetez pas vos idées, votre vision sur le monde entier. Ne pensez pas que vous avez toujours raison dans tous les cas. Soyez humble. Il peut y avoir des choses que vous manquez. Et je pense que ce piège de grandeur, penser que nous sommes tout-puissants et que nous avons toutes les réponses, est un piège que nous n'avons pas évité. C'était un accord mutuel. Écoutez Jack Matlock. Vous savez cela mieux que moi. Donc ce piège de grandeur, il nous a joué un tour. C'est une très bonne observation, parce que le tour que nous nous jouons est de croire que nous savons, que nous comprenons.
Et cela nous inclut, vous et moi, n'est-ce pas? Je veux dire, nous ne serions pas en train de parler ici, en essayant d'expliquer si nous ne croyons pas comprendre quelque chose. Donc, en un sens, je veux dire, si nous poussons cette pensée à sa conclusion ultime, tout est relatif, et rien n'a d'importance. Et le nihilisme, et éteignons l'enregistrement et rentrons chez nous. Mais non, je veux dire, nous sommes toujours condamnés. Je pense à cela comme à la nécessité, pour être vivant, d'accepter les contradictions. Donc, je dois accepter la contradiction que même si je dis que nous devrions être critiques envers nous-mêmes, nous ne devons pas nous perdre dans cela. C'est comme, vous savez, cette belle chose. Si vous dites à un étudiant de ne jamais faire confiance à son professeur, vous le mettez dans cette situation impossible. S'ils font confiance à ce que vous dites, ils ne font pas ce que vous leur dites. Et s'ils font ce que vous leur dites, ils ne vous feront pas confiance, ce qui les remettra dans cette... Vous rendez cela impossible à réaliser. Mais cela fait partie de ce que signifie accepter la complexité de la vie. Mais alors la question devient, comment se fait-il que... Désolé, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je voulais aller quelque part avec ça. Pas de problème, je vais le faire. Je voulais en venir au fait que nous nous jouons ce tour à nous-mêmes, n'est-ce pas, où nous croyons comprendre. Et ensuite, à partir de là, nous commençons à nous disputer avec tout le monde et à imposer une vision du monde. Et c'est là que généralement, quand cela devient extrême, cela devient une idéologie. Et quand cela devient encore plus extrême, vous essayez de réaliser cette idéologie à l'étranger. Et il me semble que le moment unipolaire était celui où l'idée que l'internationalisme libéral avait triomphé a essayé d'aller là-bas et de le réaliser. Vous essayez de le réaliser à l'étranger. Et c'est là que cela a frappé le mur à plusieurs endroits, y compris en Russie. Je pense qu'il faut juste être conscient de ces pièges cognitifs pour connaître ses limites. Pour savoir que, oui, je pense avoir raison. Voici les preuves que j'ai. Voici ma théorie. Je veux dire, je pense l'avoir prouvé. Mais peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas. C'est comme quand vous conduisez, l'angle mort. Oui, il y a un angle mort à votre gauche et à votre droite. Vous tournez la tête, n'est-ce pas? Parce que vous savez qu'il y a un angle mort. Du moins à mon époque, il n'y avait pas d'équipement sophistiqué qui le rendait inutile. Mais il faut être conscient. Il faut juste se rappeler, d'accord? Mais peut-être que je manque quelque chose. Laissez-moi aussi considérer l'opinion de cette personne. Et je pense qu'être éduqué dans deux systèmes différents aide vraiment. Parce que lorsque vous êtes éduqué en Union soviétique, encore une fois, avec une excellente éducation, au moins au niveau du lycée, et que vous croyez en cette philosophie, cette théorie, vous savez, les travailleurs, les capitalistes. Et puis, vous savez, j'avais 15 ans, j'étais au lycée, et j'ai dit au professeur, d'accord, mais pourquoi les managers et les travailleurs doivent-ils toujours se battre? N'ont-ils pas des intérêts communs s'ils travaillent dans la même entreprise? Si l'entreprise fait des bénéfices, tout le monde y gagne. Vous pouviez voir que j'étais un Américain latent. Alors le professeur a appelé mon père et a dit, « Vous savez, j'aime votre fils. C'est pourquoi je vous appelle et non certaines organisations. Veuillez parler à votre fils, car je ne peux pas avoir cela dans ma classe. » Mais avoir grandi dans ce système et voir les failles de la théorie marxiste était déjà facile. Mais ensuite, quand on arrive en Occident, ça devient plus évident. Mais ensuite, on commence à voir les failles dans la façon de penser occidentale. Le libéralisme est une grande chose. C'est une grande chose. Je suis un vieux libéral. Je veux dire, je n'écouterais pas la BBC sous mon lit la nuit, vous savez, avec ma radio à ondes courtes si je n'étais pas libéral. Je crois en la dignité humaine, la liberté d'expression. Au fait, est-ce vraiment libéral de traiter quiconque n'est pas d'accord avec vous de marionnette de Poutine? Est-ce libéral? Vraiment?
J'ai dû quitter mon université à cause de toute cette pression qui m'était appliquée. Mais ça n'a pas d'importance. Donc, le libéralisme est une grande chose. Mais, premièrement, ce n'est pas parfait. Notre démocratie n'est pas parfaite. Elle a de grandes failles, comme le lobbying, l'influence des entreprises, les intérêts privés, la manipulation des médias et le consentement fabriqué. Il y a beaucoup de points faibles. Et, deuxièmement, tous les pays ne sont pas prêts pour cela. Et troisièmement, on ne peut pas l'imposer par la force. Comme l'a dit Jack Matlock, il faut le faire par la persuasion. Comment les citoyens soviétiques ont-ils été conquis? Je peux vous dire exactement comment, car j'étais l'un d'eux. Pourquoi avons-nous commencé à aimer autant l'Amérique? La musique, le cinéma, l'influence idéologique, l'influence culturelle. On peut simplement voir que cette voie, ce mode de vie, est à bien des égards meilleur. La persuasion, c'est ce qui a fonctionné. L'Amérique n'a pas envahi l'URSS pour nous forcer au capitalisme. Elle ne l'a pas fait. Elle était bien plus sage à l'époque. Envahir des pays et les forcer à adopter votre idéologie et votre régime n'est presque jamais une bonne idée. C'est drôle, parce que toute cette sagesse de l'élite politique américaine de la fin du XXe siècle, où est-elle passée? Je veux dire, les Américains savaient comment faire. Ils n'ont pas envahi l'URSS. Ils nous ont convertis par la persuasion, par l'exemple, par leur culture. C'est ce qui aurait dû être fait. Mais encore une fois, on ne peut pas être tout-puissant, et on ne peut pas toujours avoir raison. On ne peut pas toujours avoir raison, et on ne peut pas être tout-puissant parce que cela joue des tours à votre esprit. Vous devenez arrogant. Le fait amusant, ou le fait intéressant, c'est que les deux autres grandes puissances, les Russes et les Chinois, déploient actuellement cette stratégie bien plus que les États-Unis. Je veux dire, ils n'essaient pas de diriger par la force. D'accord, il y a la force en Ukraine, dans le Donbass, oui. Et si vous êtes géorgien, alors vous direz immédiatement, « Eh, nous avons deux provinces qui ont été essentiellement coupées par la force. » Oui, c'est vrai. Mais dans la manière dont ils essayent de séduire la majorité mondiale, ils essayent de séduire avant tout avec quelques principes. L'égalité des États et le principe de non-intervention. La Russie et la Chine vantent cela, et elles essaient de montrer comment le développement économique peut se faire d'une manière qui ne conduit pas à devenir un État vassalisé comme beaucoup d'Européens envers les États-Unis, n'est-ce pas? Elles essayent ensuite de dire comme est, nous sommes ouverts aux affaires. C'est en quelque sorte la stratégie des États-Unis pendant la guerre froide, n'est-ce pas? D'attirer les autres, tout en procédant à tous les changements de régime, etc. Je veux dire, cela allait de pair, mais au moins, l'attrait public était beaucoup plus ouvert que ce qu'il est devenu maintenant. Seriez-vous d'accord? C'est en fait ce que j'ai dit à mon collègue américain il y a des années. J'ai dit, vous savez ce qui est si drôle, c'est que la Chine se comporte maintenant comme les États-Unis à la fin du XXe siècle, et les États-Unis se comportent comme l'Union soviétique. C'est ce qui est si étrange. Je veux dire, toute cette sagesse a disparu. Et oui, exactement. La Chine utilise l'influence économique, l'influence culturelle et les avancées technologiques pour vraiment étendre son influence dans ce monde. Et lentement, tout comme l'Amérique l'a fait, elle conquiert lentement le monde, mais d'une manière différente, pas militairement, pas en envahissant des pays. Et les 25 dernières années de la politique étrangère des États-Unis, je veux dire, je suis vraiment désolé. Je veux dire, avec tout le respect que je dois à ces personnes qui l'ont soutenu, je les aime profondément. Mais il est très difficile de le qualifier de succès. Je veux dire, regardez l'Iran, l'Afghanistan, la Libye, la Géorgie, l'Ukraine. Ce ne sont que les 5+, la Syrie, sans oublier ces événements horribles. Et d'ailleurs, vous parlez de libéralisme, de droits de l'homme et de droit international.
et vous amenez un leader d'Al-Qaïda al-Nusra au pouvoir en Syrie, puis vous allez lui serrer la main, et ensuite vous lui faites un relooking comme dans un film d'adolescent. Vous savez, ces films d'adolescents avec des relookings, comme une fille de 16 ans qui a eu un soin du visage et des bigoudis dans les cheveux. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tout cela, vous pouvez toujours maquiller un cochon, n'est-ce pas? Et le vendre comme une jolie dame. Vous pouvez toujours le faire. Mais, je veux dire, c'est encore pire. Je veux dire, regardez ce que cela a fait aux États-Unis. Je veux dire, la promesse des États-Unis était que, regardez, vous deviendrez comme nous, et nous sommes riches et prospères avec des téléviseurs et des repas à la maison, etc. Et vous l'étiez. Et vous l'étiez. Et maintenant, nous avons une génération qui va être plus pauvre qu'une fois qu'ils atteindront l'âge de leurs parents, que leurs parents. Je veux dire, tandis que la Chine, qui est diabolisée, a sorti 800 millions, 500, 600, 700 millions de personnes de la pauvreté vers la classe moyenne. C'est comme juste une comparaison. Ça ne fonctionne plus. Vous ne pouvez pas dépeindre celui-ci comme un système défaillant, et vous-même comme la ville brillante sur la colline. La réalité s'impose, et en fait, le reste du monde, je crois, voit que si nous parlons aux gens, surtout en Asie du Sud-Est et aussi en Afrique, etc., ils disent oui, nous voyons cela. La Chine est un pays. Je ne suis pas un expert de la Chine, mais d'après ce que je sais, c'est un pays où 50 millions de personnes sont mortes de faim après le soi-disant grand bond en avant. 50 millions de personnes mangeaient tout ce qu'elles pouvaient trouver, rats, insectes, pour survivre. Et puis la Chine a adopté le modèle occidental de manière très intelligente. Il y a un gars appelé Deng Xiaoping. Et maintenant, la Chine domine le monde. Et aux États-Unis, nous sommes devenus l'Union soviétique. Nous avons commencé à gaspiller notre argent, 14 000 milliards de dollars. C'est un chiffre que j'ai entendu. Un énorme gaspillage de nos ressources, déclarant des guerres partout dans le monde et les perdants, sans même les gagner, les perdants. Je veux dire, regardez les images de ces pauvres gens courant après cet avion en Afghanistan, essayant de s'accrocher à quelque chose pour sauver leur vie. C'était tellement humiliant. Cela m'a rappelé 1975, je crois, ce dernier hélicoptère quittant un navire américain au large des côtes du Vietnam. Je veux dire, ce gaspillage horrifiant de ressources, alors qu'aux États-Unis, nous avons des problèmes aussi graves que les soins de santé et l'éducation. Notre classe moyenne a disparu. 50% des Américains vivent de chèque en chèque. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Cette inégalité incroyable et tant de problèmes. Et l'Amérique est toujours la dernière. Mon coiffeur à New York disait toujours, l'Amérique s'occupe toujours des affaires de tout le monde, sauf des siennes. C'est juste un renversement complet de la politique étrangère des États-Unis. Et cela n'a malheureusement pas été un succès. Oui, c'est juste la croyance en soi, ou la croyance de, disons au moins certaines des élites dirigeantes qui pensent à l'image des États-Unis comme quelque chose qu'ils connaissaient enfants ou jeunes, alors qu'en fait, ils ont maintenant 40 ans de plus et les États-Unis sont devenus fondamentalement différents. Mais ils fonctionnent toujours avec cet état d'esprit. Cela va nécessairement conduire à une catastrophe. Et peut-être que c'est une autre chose à aborder brièvement, l'influence de la croyance en soi ou de l'image de soi par rapport à l'image que les autres ont de vous. Et ce que cela fait au développement des relations internationales, car cela conduit à des risques sérieux de mauvaise évaluation. Encore une fois, vous savez, la propension néoconservatrice à croire que la force militaire des États-Unis peut tout résoudre, alors qu'en fait, elle s'échoue toujours. Mais c'est naturel. Malheureusement, c'est naturel. Ce n'est pas seulement les États-Unis.
Dans chaque grand empire, l'élite faisait, vous savez, elle faisait toujours des erreurs comme ça. Quand vous devenez trop puissant, vous avez des gens, et beaucoup d'entre eux, certains sont des narcissiques politiques. Ils ont ce plaisir de projeter la force, de sentir qu'ils possèdent le monde. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils aiment ça. Il y a des gens comme ça dans chaque pays. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Chaque puissance est passée par ce cycle. Je veux dire, nous avons eu l'hégémonie espagnole, puis nous avons eu l'hégémonie française 2 fois, puis nous avons eu l'hégémonie britannique au 19e siècle, puis nous avons l'hégémonie allemande continentale. Ça va et ça vient. Ça va et ça vient par cycle. La répartition du pouvoir change, l'équilibre des pouvoirs change, et puis vous avez des gens comme ça qui disent « D'accord, voici mon moment pour être Napoléon, malheureusement. » Mais c'est naturel, c'est dans notre psychologie. Les personnes sages, retenues et humbles ne sont pas les bienvenues en politique et dans des organisations comme celle-ci. Ils aiment les gens qui peuvent dire « oui, monsieur » et qui ont des convictions simples et des solutions simples. Et ils sont pleins de confiance. Et c'est très triste, parce que je pourrais continuer encore et encore, mais nous n'avons pas le temps. Il y avait des dizaines de personnes qui ont averti des conséquences de cette erreur fondamentale. Et c'était facile à voir. Et quand ils blâment un côté, bien sûr, la violence est terrible. Je condamne la violence dans tous les cas, pas seulement dans un cas. Dans tous les cas, toutes les invasions devraient être condamnées, pas seulement une. Mais qu'a fait la Grande-Bretagne lorsque l'Allemagne a commencé à s'armer au début du XXe siècle? Ont-ils dit « Oh, c'est juste une mesure défensive » ? Non, c'était l'une des principales raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne est entrée dans la Première Guerre mondiale, la course navale. Qu'a fait la France lorsque l'Allemagne a commencé à se réarmer? Encore une fois, à des fins défensives. Pendant l'entre-deux-guerres, ils ont fait la même chose. Mais il est très difficile pour les gens de voir le monde objectivement. C'est presque impossible. Et puis, nous blâmons un pays pour avoir fait quelque chose que d'autres pays ont fait dans chaque cas. Il n'y a pas un cas dans l'histoire mondiale où un pays a commencé à étendre son alliance vers un autre pays, d'ailleurs, un ancien adversaire, et que ce pays a dit, bien sûr. Vous savez, pourquoi ne pas faire cela? À 850 km de Moscou. Pourquoi ne pas simplement mettre vos missiles là-bas? C'est bien, cela ne nous dérange pas, parce que nous savons que c'est une mesure purement défensive. Cela n'est jamais arrivé. Quand vous dites des choses comme ça, vous mettez de côté tout ce que nous savons sur les relations internationales depuis au moins 2500 ans. Donc cette démocratie standard, malheureusement, c'est humain. Malheureusement, c'est humain. C'est normal. Je veux dire, c'est pourquoi il serait si réconfortant de croire que c'est orchestré, vous savez, qu'il y a une façade publique qui vous dit une chose, mais en coulisses, comme s'ils avaient toujours eu l'intention d'attaquer la Russie, n'est-ce pas? C'était toujours le plan. Et vous mentez simplement au grand public pendant que vous faites des choses néfastes en arrière-plan. Mais je pense que c'est bien plus triste. Je pense que c'est juste de la stupidité résultant de la complexité du système. Je pense qu'il y a la façade. Ce que nous disons, ce que nous projetons et ce que nous prétendons être. Et puis il y a quelque chose qui se passe derrière cela. Et je sais que le professeur Sachs, que je respecte profondément, croit que c'était le plan depuis le début. Et il est difficile de ne pas le voir, parce que quand on regarde le livre de Brzezinski, je peux comprendre cette personne, compte tenu de son passé et de l'histoire très douloureuse de son pays. Je peux le comprendre. Mais c'était un major. Mais le livre de Brzezinski est sorti une fois qu'il n'était plus au pouvoir, n'est-ce pas? Une fois qu'il était libre d'écrire tous ces fantasmes qu'il avait sur le démantèlement de l'Empire soviétique.
Je veux dire, et aussi, il est facile de pointer vers ces rapports de la Rand Corporation et de dire, regardez, ils ont tout planifié. Mais à la fin de la journée, vous pouvez montrer au moins 15 ou 20 autres articles qui ont également été écrits par des groupes de réflexion similaires et qui ne se sont jamais réalisés, n'est-ce pas? Les États-Unis et le système américain et ses groupes de réflexion, etc., prospèrent en lançant beaucoup d'idées et vous avez tellement de lobbyistes qui font pression dans tant de directions. Alors, lesquelles sont mises en œuvre et lesquelles ne le sont pas? Et je ne pense pas qu'il y ait une trajectoire claire pour cela. Et vous sélectionnez Seb Ghafour, ceux que vous voulez sélectionner. Oui. Et vous sélectionnez ces opinions et ces arguments qui correspondent à vos propres arguments et à vos propres opinions. Et quand vous avez passé 40 ans à considérer la Russie comme un ennemi, certains d'entre vous auront la sagesse. Et j'ai été très honoré, très privilégié de travailler avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Ces personnes auront la sagesse de surmonter leurs biais, mais beaucoup d'entre eux ne le feront pas. Et c'est humain de ne pas surmonter et de sélectionner parmi cette avalanche de rapports et d'arguments, de sélectionner les arguments qui conviennent à vos intérêts, ce que vous voulez faire. Par exemple, gagner des milliards et des milliards de dollars sur la guerre parce que nous avons un complexe militaro-industriel dont vous êtes conscient, et leurs lobbyistes. Vous sélectionnez ce qui est dans vos intérêts économiques et ce qui coïncide avec vos croyances préexistantes. C'est la psychologie cognitive de base. je vous ai invité sur cette chaîne parce que vous m'avez été recommandé par Jeffrey Sachs, avec qui je suis d'accord. Je veux dire, nous sommes un exemple de biais de confirmation. Nous ne pouvons même pas y échapper nous-mêmes. Oui, mais nous en sommes conscients. Et je pourrais offenser quelqu'un et l'appeler, je ne sais pas, une marionnette de Washington ou une marionnette de Trump, juste parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, car nous devons être conscients que nous avons nos préjugés. Ils ont les leurs. Vous ne seriez probablement pas opposé à parler avec quelqu'un qui peut présenter les arguments du côté opposé. Mais vous n'allez pas les insulter. Ce qui m'irrite, c'est quand ils récitent le script. Il y avait d'ailleurs ce discours brillant du professeur Jeffrey Sachs à l'Union européenne. J'ai vu un débat avec un monsieur. Il n'y a pas de véritable engagement. Il n'y a pas de contre-argument. Il lisait un script. Ce type ne fait que répéter des mots-clés. Ils ont cette liste de mots-clés et de phrases accrocheuses qu'ils vous lancent. Je suis allé à Deutsche Welle ici en Arménie pour une interview. Je suis entré et j'ai vu comment ils forment les gens à dire des choses désagréables sur la Russie. Et je me dis, écoutez, si vous n'aimez pas la Russie, très bien, mais vous êtes journaliste. Il ne pourriez pas créer bla. Dès le début de votre interview, dès le début de votre programme, vous créez un biais. Ce n'est pas professionnel. Ils n'écouteront pas. J'ai dû prendre mon micro et partir en courant parce que beaucoup de gens considèrent les arguments comme quelque chose qu'il faut gagner plutôt que comme quelque chose dont il faut apprendre. Exactement. Mais c'est le même modèle, Pascal. C'est le même modèle. Il y a des gens d'équilibre et il y a des gens de domination. Dans les relations personnelles, dans la gouvernance des pays, il y a des gens assez sages pour dire qu'il y a un équilibre. Gardons simplement un équilibre. Et il y a des gens qui disent non, 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 dominons. Il y a différents types de personnes. Nous devons étudier d'où cela vient. Mais vous savez que, par exemple, en ce moment, je dois applaudir certaines personnes dans l'administration de Trump. Ils ont dit oui, c'est un monde multipolaire. Apprenons à créer un équilibre. Heureusement, Dieu merci, 35 ans de cette terrible souffrance dans le monde entier, parce que vous voulez dominer. C'était très imprudent,
Parce que, encore une fois, une autre théorie des relations internationales 101, les cycles hégémoniques. C'est quelque chose que l'on apprend dès la première année. Les hégémons montent et déclinent. La distribution du pouvoir change toujours. Vous ne serez jamais l'hégémon éternel. Nous le savons des Allemands, des Britanniques, des Espagnols, des Français, des Néerlandais, etc. Cela va et vient. Soyez sages. Pensez en termes d'équilibre. Mais ce n'est pas sexy, Pascal. Pensez à la paix. Être un leader de la paix n'est pas aussi sexy que d'être le gagnant de, vous savez, quelqu'un qui a gagné une guerre. Ce n'est pas très sexy. La domination est sexy. Les filles aiment ça, certaines d'entre elles. Vous savez, être orienté vers l'équilibre peut ne pas être aussi sexy. Et ces organisations qui sont créées dans le but de gagner des guerres n'aiment pas quand vous y allez plein de doutes et d'humilité. Elles veulent entendre « Oui, monsieur, oui, nous allons y arriver. Nous sommes les gentils. Ce sont les méchants. Bottons-leur le derrière. » C'est tellement plus viril et macho de dire ça. Et puis vous avez 1 million de personnes tuées dans un pays qui, après 3 ans de souffrance horrible et de carnage, se voit dire que tout ce pourquoi elles se sont battues était un mensonge. C'est dégoûtant. C'est absolument dégoûtant. Si j'étais vous, je serais enragé par cela. Oui, oui, moi aussi. Mais c'est en fait la vérité. Je veux dire, je dis à mes étudiants, écoutez, si jamais quelqu'un vous demande de prendre une arme et d'aller tirer sur quelqu'un, dites simplement non. Dites simplement non. Parce que chaque fois que vous faites ça, on vous a menti. Vous ne prendrez une arme et n'essayerez de tirer sur quelqu'un que si on vous a menti encore et encore, et si vous avez cru au mensonge. C'est horrible, parce que les gens à qui on a menti ont été complètement manipulés. Mais ils ont été manipulés à un très haut niveau. Ils ont été manipulés. Et en fait, que cela soit maintenant révélé comme un mensonge est le moyen pour ce troupeau de se réconcilier avec le fait que tout cela est stupide. C'était une raison stupide de mourir des deux côtés, en fait. Mais les démocraties ont un autre point faible que les élites ont découvert. Cela s'appelle le consentement fabriqué. Cela s'appelle la manipulation de l'opinion publique, la manipulation des médias. Et quand vous dépensez des milliards de dollars pour ma BBC préférée et Voice of America, je ne les écoute plus. Je suis amèrement déçu. Je ne peux plus écouter la BBC. Et c'est tellement ironique que je fasse cela alors que je pourrais perdre mon emploi et tout pour cela. Et maintenant, je n'écoute plus simplement parce que je ne veux plus. Quand vous investissez tous ces milliards de dollars dans la propriété, vous possédez les médias et ils continuent d'envoyer les messages. Ce n'est même pas un argument intelligent. C'est juste comme une liste de mots-clés et d'insultes qu'ils vous lancent de toutes parts, pas seulement en Angleterre ou en Europe ou aux États-Unis. Ici en Arménie, ils parrainent des dizaines et des dizaines d'ONG et tout ce qu'ils font, c'est continuer à émettre ces messages avec les mêmes phrases clés, slogans, Poutine est le diable, Poutine est Satan, juste pour diaboliser un pays particulier, diaboliser un leader particulier qui voulait faire partie de l'OTAN. Au début des années 2000, il voulait faire partie de l'OTAN. Il a été la première personne à appeler le président Bush après le 11 septembre. Mais on ne nous le dit pas. Vous pouvez fabriquer le consentement. Vous pouvez manipuler l'opinion publique. Et d'après ce que je comprends, en partie aussi, en écoutant les interviews que vous avez faites, cela a commencé après la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, l'opinion publique a été très efficace. Elle a immédiatement exercé une pression sur les dirigeants américains pour arrêter la guerre. Et ils ont retenu la leçon. C'était une soi-disant guerre de salon, parce que les Américains étaient dans leur salon, voyant à la télévision ce qui se passait au Vietnam. Ils ont retenu leur leçon. Ils ont appris à contrôler les médias, à racheter les médias lors de l'invasion de l'Irak. Je m'en souviens.
Les images sur CNN, je ne prends même plus CNN au sérieux. C'est juste très désagréable. C'était comme des garçons jouant avec le fusil de leur père, vous savez, sur ces chars. Youpi, nous allons envahir l'Irak. Regardez comme c'est cool. On pouvait voir que c'était transformé en spectacle. Et maintenant, des milliers d'Américains sont morts. Des centaines de milliers d'Irakiens sont morts. Tout cela pour rien. L'Irak est devenu, comme le dit Trump, Harvard pour les terroristes. C'était un échec total. Mais les médias ne le rapporteraient pas, parce que le gouvernement et l'élite de la politique étrangère ont appris à les acheter. Ils les ont achetés. Maintenant, ils les possèdent. Mais je suis presque sûr que simplement en raison du système et de sa logique, il finira par s'effondrer. Parce qu'à un moment donné, un élève de 15 ans au lycée lèvera la main et dira « Mais professeur, n'est-ce pas un peu différent ?» Je veux dire, cela s'épuise parce que cela devient si superficiel qu'un garçon ou une fille de 15 ans au lycée le verra réellement. Et je pense que nous approchons de ce point. Nous nous en rapprochons, du moins. Oui, ce sont des processus cycliques. Regardez le communisme. On nous a appris que nous allions avoir un avenir radieux et que tout le monde allait partager équitablement. Et après quelques décennies, nos parents n'y croyaient plus. Mon grand-père et ma grand-mère y croyaient. Mais avec le temps, cela s'est simplement estompé. Cela arrive. Ce sont des processus cycliques. Je crois toujours au libéralisme. Je crois toujours en l'Occident. Je crois toujours, dans une certaine mesure, au leadership américain, au leadership européen, au leadership russe et chinois. Je crois en l'équilibre, en la raison, en la retenue, en l'humanité, la compassion, l'apprentissage de l'histoire. J'y crois toujours. Ces processus, ils vont et viennent. Des gens comme ça vont et viennent. Une chose qui ne va pas et ne vient pas, ce sont les centaines de milliers d'Ukrainiens et de Russes qui sont morts. C'est un crime. C'est un crime grave et c'est dégoûtant. Oui, et nous en parlerons, et nous écrirons l'histoire de cela, et nous nommerons les personnes qui l'ont fait. Ne pas en tirer des leçons. Et nous n'en tirerons rien. Nous apprenons généralement les mauvaises leçons, surtout nous, les Européens. Les Européens ont une capacité incroyable à apprendre la mauvaise chose. C'est stupéfiant. Quoi qu'il en soit, Arthur, si les gens veulent lire plus de vous, où devraient-ils aller? Publiez-vous quelque part? Je publie quelque chose ici avec mon centre de recherche. Il s'appelle le Centre pour l'éducation internationale et les études à l'étranger. Nous avons un blog, nous avons un site web, c'est un groupe de mes collègues, et s'ils souhaitent lire ce que j'écris, j'en serais ravi. J'écris un manuel sur la théorie des relations internationales en Arménie parce qu'il n'en existe pas en arménien. Donc j'essaie de condenser tout ce que je sais de mes années à Stanford, de la littérature américaine et de la littérature occidentale dans ce petit livre pour que mes étudiants puissent l'apprendre. Je pense que j'aurai terminé dans quelques mois et je serai très reconnaissant pour vos commentaires. Fantastique. Et je vais essayer d'ajouter, si vous m'envoyez des liens vers lesquels les gens devraient aller, je les mettrai dans la description et nous continuerons la discussion. Nous espérons avoir d'autres discussions également avec d'autres collègues et peut-être que la prochaine fois, nous pourrons parler du Caucase. Mais pour aujourd'hui, je tiens à vous remercier beaucoup, Arthur Kachikian. Merci pour votre temps. Merci, Pascal. Thank you for your time. Thanks, Pascal.